L'été de 1914 est magnifique, un été de rêve. L'Europe est en paix depuis 44 ans. Les grandes villes sont toutes fières de leurs autos rutilantes de cuivre. Il y a bien des grèves générales et des crises, mais le progrès fait chaque jour des miracles et les hommes ne voient pas la fin du progrès. Ils croient en la paix perpétuelle. Quels enfants gâtés nous sommes, écrit un éditorialiste parisien pendant la dernière semaine de ce mois de juin 1914. « 28 juin à Londres. Par un temps ensoleillé, le roi George V et la reine Mary se font conduire à Kensington Palace pour rendre visite à des parents. « 28 juin à Saint-Pétersbourg. Le tsar et la tsarine séjournent au palais d'été. Rien ne trouble la sérénité de la cour. » 28 juin à Kiel. Les bateaux anglais saluent l'empereur Guillaume II qui inaugure le canal de Kiel élargi. Les cuirassiers peuvent désormais le franchir pour gagner la Baltique. Dimanche 28 juin à Belgrade, capitale du jeune royaume de Serbie, une fête patriotique qui rassemble la foule serbe. Dans la Bosnie toute proche, également peuplée de Serbes, on prépare une autre fête à Sarajevo. La Bosnie est une province de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce visiteur distingué qui porte une coiffure militaire à plumes est l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'empereur François-Joseph. Sophie, son épouse, l'accompagne. Une bombe vient d'être jetée sur leur voiture à l'hôtel de ville. Elle n'a fait que 2 blessés. Ils quittent maintenant l'hôtel de ville pour gagner la rue principale de Sarajevo. Et là, un garçon les guette. C'est un Serbe. Il a un pistolet à la main. Ce garçon va mettre le feu à la poudrière de l'Europe. Pourquoi les rois de l'Europe se feraient-ils la guerre? Ils sont tous cousins. Mai 1910, 4 ans avant l'attentat de Sarajevo, Édouard VII, le roi bien-aimé d'Angleterre, vient de mourir. Le cortège funèbre passe dans les rues de Londres. Les rois de l'Europe sont tous présents. 9 rois, 7 reines. Les Hohenzollern, les Habsbourg, les Romanov, les Ottomans de Turquie, les princes, les archiducs, les grands-ducs, tous frères et neveux. Sa Majesté britannique, George V, le nouveau roi, est botte à botte avec Guillaume II. Alphonse XIII, roi d'Espagne, est aussi cousin par sa femme du roi Georges. On reconnaît dans le cortège l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, celui qui, 4 ans plus tard, sera assassiné à Sarajevo. Son principal ennemi, Alexandre de Serbie, chevauche à ses côtés. Tous ces rois, ou presque, vont disparaître dans l'incendie de l'Europe. Voici le petit roi du Danemark, un pays ami de l'Angleterre. La sœur de Christian IX avait épousé Édouard VII. Les familles royales du Danemark et d'Angleterre ont colonisé les trônes d'Europe. Victoria, la mère d'Édouard VII, avait 34 petits-enfants et 77 arrière-petits-enfants. Un de ses petits-fils, descendant à la fois de Christian de Danemark et de Victoria d'Angleterre, est précisément le nouveau roi George V. George V a épousé une cousine, Mary, qui lui donnera une fille et 5 fils, dont 2 deviendront des rois. Le plus illustre des cousins du roi d'Angleterre est Nicolas II, empereur de toutes les Russies. Il est tsar depuis 1894 et a épousé une princesse allemande dont il a 4 filles charmantes et un fils malade atteint d'hémophilie. La tsarine Alexandra, que le tsar appelle Sonny, est la cousine de l'empereur Guillaume II et la petite-fille de la reine Victoria. Pourquoi les Russes, les Anglais et les Allemands se feraient-ils la guerre?
ils sont tous parents. Pourtant, à Sarajevo, le sort de ces dynasties est mis en question. Il faut dire que ces monarques ne s'entendent pas entre eux. Guillaume a toujours détesté son oncle Édouard VII qui le lui rend bien. Il l'appelle le plus brillant avorton de l'histoire. Guillaume a pour femme une Allemande, Augusta Victoria, pieuse et soumise. Georges V, le cousin de Guillaume, a sur lui un avantage. Il a le monde pour empire et Guillaume enrage de le savoir couronné empereur des Indes. Il se console en disant qu'il n'est qu'un roi sans pouvoir, les mains liées par sa constitution. Mais Georges a une flotte, la première du monde, plus puissante que les deux autres flottes suivantes réunies. Guillaume, qui aime la mer, est furieux de cette supériorité britannique. Le roi George, lui aussi, adore la mer. Sur son yacht, le Britannia, il remporte souvent la victoire aux régates organisées à Cowes sur son impérial cousin qui parade sur le Hohenzollern. Ces régates sont l'occasion d'une âpre et symbolique rivalité. Ces souverains se retrouvent aussi à la chasse à courre le plus souvent. Le tsar vit en famille dans ses palais sans s'émouvoir du trouble et de l'agitation de son empire. Qui s'est trompé de siècle est hanté par l'incurable maladie de son fils unique, qui lui semble un funeste présage envoyé par Dieu. L'empereur Guillaume, lui, cache en permanence son bras atrophié à la suite d'un accident de naissance. Il compense cette infirmité en chassant le cerf dans les forêts de Prusse avec de rudes compagnons prussiens recrutés dans la fine fleur de l'aristocratie terrienne, les Junkers. Le sort du monde dépend de ce Guillaume, dont l'armée est la plus puissante d'Europe. Il aime l'art militaire et ne s'en cache pas. Il a d'ailleurs une selle dans son bureau car il aime le cheval beaucoup plus que le bureau. Ses 12 valets repassent en permanence les 200 uniformes de sa collection. Quand il visite un aquarium, il s'habille en amiral de la flotte. La reine Victoria, qui connaît les faiblesses de son petit-fils, lui a donné un uniforme de général anglais. Guillaume aime se moquer de ses ministres. Il les traite de baudets, de niais et de têtes de mouton. La paix de l'Europe dépend de ce cerveau malade. Comment réagira-t-il après Sarajevo? Nul ne peut le prévoir.
Sarajevo. Qui entend les coups de pistolet dans la fête le 28 juin 1914? L'archiduc s'écroule, son épouse est atteinte. On arrête Principe, l'étudiant, un assassin. Oui, Principe a tué l'archiduc et sa femme. Les soldats autrichiens fouillent Sarajevo, pierre par pierre. Les corps des victimes sont embarqués pour Vienne pour y être enterrés avec pompe. L'empereur François-Joseph n'aimait pas son neveu. Il trouvait trop favorable aux Slaves. L'archiduc n'était guère populaire dans Vienne en raison de ses sympathies pour les Bosniaques. Et pourtant, la foule est au rendez-vous des funérailles. A-t-elle le sentiment que la guerre est proche? Elle cherche des yeux François-Joseph, son vieux souverain de 84 ans. Pas de réaction dans les capitales européennes. Les ministres partent en vacances. Londres, Paris sont déserts. Comment Nicolas II, cet autocrate sans volonté, pourrait-il aider le peuple serbe si ce dernier est agressé par l'Autriche? Il est faible, influençable. Son parent, Guillaume II, a réussi en 1905 à lui faire signer à Bjorko, dans la baie de la Baltique, un traité d'alliance auquel il se flattait de rallier la France. La France, naturellement, a refusé de s'y associer et le tsar a dû se renier pour conserver, selon la volonté de ses ministres, l'Alliance française. Le Kaiser enrage. Ainsi, on se moque de lui, on ne lui accorde aucune importance. Il réplique habituellement « C'est bien, quand j'aurai construit la flotte la plus puissante du monde, je serai respecté et je mettrai l'Angleterre à genoux. » Guillaume II veut une flotte et un vaste empire comme l'Angleterre. C'est contre l'Angleterre qu'il veut entraîner dans une alliance continentale la Russie et la France. Il rend 2 fois visite au sultan turc Abdülhamid II. Ces visites inquiètent l'Angleterre qui tient toute la Méditerranée orientale et la Russie qui surveille les détroits des Dardanelles. Il n'est pas question que l'Allemagne soit présente à Constantinople. Quand éclate le drame de Sarajevo, l'Europe est partagée en 2 systèmes d'alliance armée. Celle de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie est la plus redoutable. Celle de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie est récente, mais solide. Elle fait craindre à Guillaume II un gigantesque encerclement. Le seul allié loyal du Kaiser, c'est bien sûr l'empereur d'Autriche-Hongrie. Les attentions que lui prodigue Guillaume II flattent le vieux François-Joseph. Mais c'est un homme d'un autre temps qui a beaucoup de soucis avec sa double monarchie où les Slaves s'agitent en permanence. L'Autriche a été évincée d'Allemagne par la Prusse et cherche en compensation à s'étendre au sud de l'Europe. Si les Serbes réussissent à déséquilibrer la double monarchie, elle ne peut réagir, sauf à disparaître, que par la guerre. François-Joseph en est conscient
même s'il garde les habitudes de pensée d'un souverain du XIXe siècle. On vit à Vienne dans une cour d'opérette ignorant le danger. On ne sent pas la guerre venir. Seul le parti des militaires l'espère. Quand le prince héritier François Ferdinand se promène dans Vienne, on lui offre des fleurs. Des coups de feu, de principe, l'étudiant bosniaque ont interrompu les musiques des fêtes. Le Kaiser passe en revue son infanterie prussienne comme s'il partait déjà en guerre. À Vienne, le comte Berchtoldt, ministre autrichien des Affaires étrangères, soutenu par le général Konrad von Hötzendorf, chef d'état-major, prend le pouls du Kaiser. Le 8 juillet, il obtient l'assurance que l'Allemagne soutiendra jusqu'au bout l'Autriche dans l'affaire serbe. Cette fois, la guerre est en vue. Ce chèque en blanc est décisif. Il entraîne le système des alliances vers la guerre. Le Kaiser est en croisière d'été. Il reçoit un télégramme du chancelier d'Allemagne, Bethmann Hollweg. Konrad von Hötzendorf veut la guerre. Le Kaiser persiste. Il laisse le fidèle allié autrichien en finir avec ce misérable petit peuple serbe qui ose troubler la quiétude de cet été impérial. La guerre est en vue. Cela n'empêche pas Guillaume II de s'adonner à sa passion nautique et d'appareiller pour les fjords de Norvège, comme il le fait chaque année. Les rois d'Europe ne changent rien à leur programme. George V préside la revue navale annuelle de la Royal Navy dans la Manche. Le président de la République française, Raymond Poincaré, est en visite officielle en Russie. Il a l'intention de renforcer l'alliance militaire conclue avec le tsar en cas d'agression de l'un ou l'autre pays par une tierce puissance. Tout le monde a oublié le drame de Sarajevo. Les officiels comme les administrés ne pensent qu'aux vacances. Des millions d'hommes et de femmes sont sur les plages en ce merveilleux mois de juillet. Le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne est introuvable. Que la guerre semble lointaine. Le 23 juillet, le drame soigneusement orchestré par le gouvernement de Vienne se poursuit. François-Joseph a adressé un ultimatum à la Serbie. Tous les Slaves du Sud sont en émoi, et pas seulement les Serbes. Les télégrammes pleuvent sur les bureaux vides des chancelleries. L'ultimatum est une formalité. Konrad von Hötzendorf, le chef d'état-major autrichien, est prêt pour l'invasion de la Serbie. On croit que les Serbes ont refusé l'ultimatum. Ils l'acceptent. Leur prince, Alexandre, se soumet. Mais il mobilise son armée. Le
cliquetis des armes est perceptible partout en Europe. Que fera la Russie, le grand frère slave? Nicolas se montre à la foule au balcon de son palais de Saint-Pétersbourg. Les Russes sont indignés par l'ultimatum autrichien. « Aidez nos alliés serbes !» crient les manifestants. En mer Baltique, l'empereur Guillaume a dû interrompre sa croisière. Les choses se gâtent à Berlin et ses conseillers demandent son retour. On se garde de montrer à l'empereur le texte de l'acceptation du prince Alexandre de Serbie. On veut laisser les mains libres aux faucons de Vienne. Partout, les ambassadeurs sont de retour. Berlin et Vienne sont en liaison permanente, mais aussi Belgrade et Saint-Pétersbourg et Paris. Berlin, Conseil des ministres extraordinaire. Le même jour à Londres, une voix pacifique se fait entendre, celle du très calme secrétaire aux affaires étrangères britannique, Sir Edward Grey. Il demande une intervention médiatrice du Kaiser. Pas de réponse. Le 28 juillet, l'Autriche décide d'intervenir en Serbie. Berchtold est convaincu que les puissances n'interviendront pas. Il s'est rallié à la théorie de l'état-major d'une guerre localisée. Les canonnières autrichiennes descendent le Danube. Que va faire le tsar? Il cherche à gagner du temps et mobilise seulement quelques corps d'armée. Il engage une correspondance désespérée avec le Kaiser, signe ses dépêches Niki. Guillaume lui répond sur le même ton et signe « Votre ami, cousin et dévoué, Willy ». Bonne volonté réciproque, sans effet. Il est trop tard. La pression des états-majors est trop forte. On rend compte au tsar que les Allemands mobilisent. Il mobilise à son tour. La guerre est inévitable. Même les intellectuels ont la fièvre. Thomas Mann écrit que la guerre est une purification, une libération. Herbert George Wells veut abattre l'Allemagne pour l'amour de la paix et du désarmement universel. Le docteur Freud à Vienne affirme que toute sa libido est offerte à l'Autriche-Hongrie. Quant à Albert Einstein, alors âgé de 35 ans, il constate que la guerre est la volonté de l'Europe, de toute l'Europe, unanime. À Berlin, l'esprit de guerre est à son sommet depuis que les troupes russes marchent vers la frontière. Le mécanisme de l'horlogerie des plans de guerre égrène déjà les heures et les minutes. Le 1er août, le réveil sonne, le Kaiser vient d'engager son pays dans la guerre. Les Anglais surveillent les côtes.
Le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, déclare « Nous ne pouvons laisser la flotte allemande entrer dans la Manche pour attaquer les ports français. Nous sommes moralement engagés, seule la Grande-Bretagne peut sauver l'ordre du monde. » La flotte est en état d'alerte. Le gouvernement du Premier ministre, Asquith, envoie un ultimatum à Berlin. Il n'admet pas l'invasion de la Belgique et de la France. Pas de réponse de Berlin. De 5 coups, la Grande-Bretagne se range aux côtés de la France. Une totale inconscience règne de part et d'autre. On part pour une guerre courte. Paris dans 6 semaines, disent les soldats à Berlin. Noël à Berlin, disent les Français à la gare de l'Est. Le Kaiser lui-même, toujours en uniforme, fait plus que jamais figure de seigneur de la guerre. Il aime la compagnie des officiers de son grand état-major et le plan de Schlieffen n'a pas de secret pour lui. Les officiers prussiens sont fidèles à la tradition militaire et jouissent, en Allemagne, d'une formidable considération. Le chef de l'armée allemande est l'empereur Guillaume II. Le chef de l'état-major général est le général von Moltke, encore appelé Moltke II. Il est le neveu de Moltke Ier, le vainqueur de Sedan en 1870. Schlieffen, l'auteur du plan d'invasion, est un partisan des chemins de fer, pas des places fortes. Il pense qu'au jour venu, l'Allemagne devra frapper plus fort et plus vite que ses ennemis. Chaque année, l'armée allemande s'est entraînée aux grandes manœuvres. Le Kaiser est très satisfait. Son armée est vraiment la meilleure d'Europe. Notre force, dit le Kaiser, c'est d'être prêt à rentrer en guerre à la seconde. Les Allemands sont prêts depuis 1905. Depuis cette date, ils attendent la victoire sur 2 fronts. À l'Est, pas de problème. Il faut plusieurs semaines à la Russie pour se mobiliser. À l'Ouest, les Allemands doivent remporter une victoire rapide, d'anéantissement. Joffre, le généralissime français, a son propre plan, le plan 17, un plan sentimental. Rentrer en Alsace et en Lorraine, reprendre, selon les vœux de Victor Hugo et de Gambetta, les provinces perdues. Une mystique de l'offensive existe chez les Français. Le colonel de Grandmaison l'a inculqué à des générations d'officiers à l'école supérieure de guerre. Quelles que soient les circonstances, il faut attaquer.
est un homme calme, résolu, expérimenté. Au bureau ou en manœuvre, il prend chaque jour ses repas bourgeoisement sur une nappe. Plus ardent, plus impatient est son chef d'état-major, le général de Castelnau, et surtout le général Foch, qui dit et répète que la victoire dépend de la puissance de la volonté. Par l'offensive, les Français veulent surprendre et bousculer l'ennemi. Depuis le 1er août, l'état-major français est sur le qui-vive. Il s'attend à une invasion allemande, mais il a maintenu les troupes de couverture à 10 km en deçà de la frontière pour éviter les provocations possibles. Il ne veut pas apparaître comme l'agresseur. Au matin du 4 août, les lances des Uhlans apparaissent à la frontière de la Belgique. Les pointes brillent au soleil. Ils sont en avant-garde de 5 armées, soit 1 million d'hommes, coiffés de casques à pointe, que les chemins de fer ont déposés près de la frontière, conformément au plan Schlieffen. L'invasion de la Belgique est lourde de conséquences diplomatiques. Elle entraîne l'intervention anglaise, mais l'état-major de Moltke n'en a cure. Il a besoin d'envahir la Belgique pour tourner l'aile gauche des forces françaises et envelopper leur armée. Il se donne 6 semaines pour entrer dans Paris. Gardez votre aile droite forte, a recommandé à Moltke Schlieffen avant de mourir. Un seul obstacle à l'invasion, la place forte de Liège, béton et acier, canons lourds. Il faut enlever Liège d'assaut. Les pertes allemandes sont considérables. Pour en finir, on fait venir devant Liège des obusiers monstrueux, sortis des usines Skoda en Autriche, traînés par des tracteurs automobiles. Des canons géants Krupp à 200 serveurs, tirant des obus d'1 mètre de long, entrent en action. Le 16 août, après un combat acharné de 12 jours, les défenses de Liège flanchent. Il n'y a pas de retard majeur dans l'exécution du plan Schlieffen. Les Allemands avancent maintenant à la vitesse de 50 km par jour à travers la Belgique. Louvain, ville martyre, Bruxelles tombe. Le mouvement des armées allemandes s'infléchit vers le sud en direction de la France. L'offensive lancée par Joffre dans les Ardennes est un échec. Les armées françaises sont contraintes à la retraite.
En Haute-Alsace, les dragons qui arborent des casques revêtus de housses, la lance et le sabre, sont les avant-gardes d'une armée qui veut reprendre Mulhouse et remonter jusqu'à Strasbourg pour effacer la honte de 70. Mais les pantalons rouges se font hacher, les canons allemands tirant plus loin que les 75. Le 15 août, le drapeau tricolore apparaît de nouveau en Alsace. Mulhouse, abandonné par l'ennemi, est libéré par les Français. 6 jours plus tard, une offensive de l'aile gauche de Moltke les contraint à partir. L'attaque en Lorraine n'est pas plus favorable aux armes françaises. Castelnau et Dubail perdent des milliers d'hommes en essayant de s'emparer de Sarrebourg et de Morhange. Les cadavres des cavaliers encore revêtus de leurs armures jonchent le sol. Les chevaux morts encombrent les routes. Pour les Français, ici aussi, la retraite s'impose. En revanche, en août 1914, sur le front de l'Est, les Russes avancent. Les lignes allemandes de Prusse orientale sont bombardées. Des colonnes de réfugiés allemands marchent vers l'ouest et encombrent les routes. Erreur du plan Schlieffen. On attendait les Russes après 6 semaines. Ils réussissent à attaquer grâce au chemin de fer stratégique que leur ont construit les Français 15 jours après la déclaration de la guerre, en bon ordre et sans boire, car le tsar a interdit formellement la vodka. Deux armées, respectivement commandées par le général Rennenkampf et par le général Samsonov, cherchent à prendre en tenaille les unités allemandes. Mais le vieux général von Hindenburg a échappé à l'encerclement. Il prépare, avec le général Ludendorff, qui vient de diriger le siège de Liège, la contre-attaque victorieuse. Ludendorff suggère que 2 corps d'armée soient déplacés par chemin de fer d'un front à l'autre. Des renforts viendront par les chemins de fer intérieurs du front occidental. Moltke accepte cette suggestion. Il prend ainsi le risque d'affaiblir son aile droite sur le front français, alors que dans le plan Schlieffen, tout reposait sur la puissance d'enveloppement de cette aile droite. Devant Rennenkampf, Ludendorff ne laisse qu'un mince rideau de cavalerie et avance avec toutes ses forces à la rencontre de Samsonov qui vient du sud. Ce dernier croit qu'il va rencontrer Rennenkampf. Il progresse en confiance et tombe dans le piège allemand. Près de la colline boisée de Tannenberg, Hindenburg bat les Russes à plate couture. Samsonov se suicide, le rouleau compresseur russe est grippé, il commence à faire marche arrière. Le 30 août, les Allemands remportent la première grande victoire de la guerre. À l'ouest, Joffre reçoit Lord Kitchener of Khartoum, le héros du Soudan, ministre de la guerre anglais.
Ils passent en revue le petit corps expéditionnaire britannique qui va affronter la première armée allemande, commandée par le général von Kluck, à l'extrême ouest du dispositif français. Kluck est l'homme clé du plan Schlieffen. Il bouscule les Anglais à Mons, tandis que les Français sont défaits à Charleroi par les armées du général von Bülow et du général von Hasen. La retraite est maintenant générale, les plus grandes menaces pèsent sur la capitale. Sur les routes, on assiste au désastreux exode des familles françaises qui fuient devant l'avancée allemande. Les villages sont abandonnés. Le récit des atrocités fait peur. Devant Paris, on abat des arbres sur les routes, on creuse des tranchées. L'ambassadeur américain songe déjà à offrir ses bons offices pour que Kluck épargne Paris. Un vieux soldat, le général Gallieni, est rappelé en activité. Ordre lui est donné d'organiser la défense du camp retranché de Paris. Le gouvernement est encore dans la capitale, il la quittera le 2 septembre seulement pour Bordeaux. Gallieni, seul responsable de Paris, lance un appel aux Parisiens pour qu'ils dressent des barricades. Le 3 septembre, un fragile avion en toile et en bois décolle d'un champ d'aviation près de Paris. C'est la première fois qu'on fait appel à un avion français pour un usage militaire. Il survole l'armée du général von Kluck et le pilote constate que les colonnes allemandes, au lieu de marcher vers la capitale, s'infléchissent vers le sud-est. À l'état-major, on accueille cette nouvelle avec scepticisme. On n'accorde pas un grand crédit à cette information qui tombe du ciel. Comment les Allemands renonceraient-ils à prendre Paris alors que les défenses sont à peine ébauchées? Pourtant, c'est un fait. Kluck a dû laisser partir en Russie certaines de ses unités. Il veut en finir à l'ouest et encercler l'armée française. Il commence par poursuivre les Britanniques. Moltke est tout heureux de la suggestion de Kluck, tout heureux de changer le plan Schlieffen qu'il a du mal à appliquer, tout heureux d'écraser sans plus attendre l'armée française. À l'état-major de Gallieni, on plante des drapeaux sur la carte. Un officier bondit de joie. Cette fois, c'est vrai, dit-il, ils nous offrent leur flanc droit. 100 000 hommes sont envoyés par trains entiers qui circulent jour et nuit de la Lorraine et de l'Alsace vers l'ouest du front pour y constituer les armées nouvelles de Monoury et de Foch. Joffre se frotte les mains, son plan va réussir. Gallieni lui prête main forte, il oblige Kluck à morceler ses forces. De leur côté, les Anglais renoncent à leur idée de retraite sur les côtes de la Manche. Ils sont prêts maintenant à participer à la grande bataille qui se prépare sur les rives de la Marne. De Paris, Gallieni envoie toujours des renforts pour soutenir l'aile gauche française, celle qui mène l'attaque. Il réquisitionne les taxis. 4000 hommes sont dirigés vers le front par ce moyen. Il promet de payer les courses. Le 6 septembre, les Alliés attaquent sur un front de 200 km des collines de l'Ourcq jusqu'au marais de Saint-Gon. Les Allemands, surpris en plein mouvement, sont contraints à une bataille qu'ils n'avaient pas prévue.
Ils attaquent pourtant à l'est du dispositif sur un front tenu par Foch. La garde impériale se fait tuer à l'assaut du château de Mondement et dans les marais de Saint-Gon. Foch tient. Quand les Anglais commencent à avancer, Moltke comprend que son front risque d'être percé et pire, enveloppé. Il ordonne la retraite. Le 9 septembre, les Français attaquent, les Britanniques aussi. La résistance allemande fléchit. La bataille de la Marne est gagnée. C'en est fait du plan Schlieffen. Les Allemands font retraite à toute allure et s'installent précipitamment plus au nord, sur la ligne de l'Aisne. Puis ils tentent de déborder les lignes alliées en s'emparant les premiers des côtes de la Manche. En étirant les lignes de défense de part et d'autre vers l'ouest, un front continu se crée de la mer à l'Alsace. Allemands et Anglais et Français font la course pour être les premiers à la mer. Fébrilement, les armées creusent des tranchées et s'enterrent. Pour les Allemands, il s'agit de protéger le territoire conquis. Les Alliés, pour leur part, n'ont pas le choix. Ils ont dépensé toutes leurs munitions dans la folie des premières offensives. Aussi les Français comme les Allemands s'ingénient-ils à fortifier leur position. Moltke est démoralisé et on assure qu'il aurait dit à l'empereur « Votre Majesté, nous avons perdu la guerre ». Alors, victoire ou défaite? Ni l'une ni l'autre, probablement. L'échec du plan Schlieffen condamne seulement les combattants alliés et allemands sur le front de l'Ouest à une guerre de position dont nul ne peut prévoir la durée.